Bonjour à tous. Une actualité moins riche pour cette fin de mois de septembre, avec tout de même quelques belles annonces, notamment du côté de Fuji, qui occupe tant du côté des boîtiers les nouveautés que du côté des objectifs. Également d'autres annonces avec Sony, un hybride, et surtout plusieurs flashs, presque une avalanche de flash comme nous allons le voir. Tous les types de flash sont ciblés, depuis un flash pour les smartphones jusqu'à un autre qui cible les professionnels avec une belle proposition, un flash de studio dans les dimensions d'un flash Cobra utilisable sur le terrain. Alors découvrons ensemble les nouveautés des dernières semaines. L'actualité commence avec l'annonce phare du mois, le Fujifilm X-E3, un hybride aux formes ramassées pour ceux qui n'ont pas besoin d'un appareil avec un viseur proéminent ou qui surtout souhaitent l'éviter. Il succède au X-E2S. Il a des caractéristiques proches du boîtier haut de gamme de Fuji, le X-T20, qui lui a un viseur bien visible, c'est le cas de le dire. Et donc en conséquence, un capteur de 24 mégapixels, un processeur associé de bonne performance, et une plage sensibilité large, encore plus large en mode étendu, particulièrement intéressant à 100 ISO, si vous souhaitez limiter la sensibilité du capteur, ce qui peut être intéressant si vous voulez choisir des réglages un peu particuliers lorsqu'il y a beaucoup de lumière. L'autofocus, lui, comporte 325 collimateurs, à vérifier dans la pratique en termes de performance. La vidéo 4K devient un classique à 30 images secondes et un beau débit de 100 mégabits. L'ergonomie a été revue, Fujifilm a essayé de faire du ménage en gardant seulement 8 boutons contre 14 sur le modèle précédent. Et il l'a associé à un joystick et un écran tactile fixe, le tout pour une manipulation la plus aisée et rapide possible sur le terrain. D'autre part, le viseur lui comporte 2,36 mégapixels, cela devient classique pour les boîtiers hybrides haut de gamme. Il est identique d'ailleurs au T20. Et il n'y a pas de flash présent, seulement une griffe flash. Alors pour compenser cette absence, Fuji livre un petit flash externe en plus. Mais bien sûr, vous pouvez utiliser n'importe quel autre flash selon vos souhaits. La connectivité est en Wi-Fi et Bluetooth, très classique elle aussi. Pour les prix, 899 €, c'est dans l'ordre des prix de la concurrence. Si on met un 23 mm, autrement dit en 24-36, il s'agit d'un 35 mm, qui est de plus et résistant aux projections de poussière et d'eau, et qui ouvre à 2. On sera à un tarif quasiment de 1200 €, 100 € de plus encore pour avoir le zoom qui lui a l'avantage d'être assez ouvert à la plus courte focale. Autre boîtier du côté des hybrides, il s'agit de Sony avec son RX10 Mark IV, une nouvelle version donc de cet hybride déjà bien connu. Toujours le même zoom de 24-600, toujours le même capteur de 20 mégapixels et le même viseur aussi de 2,36 mégapixels. Vous voyez comme le Fuji d'ailleurs, c'est dans l'air du temps. Le LCD arrière, l'écran arrière est inclinable, tactile, dimension et résolution assez classiques. Mais en revanche, un nouveau processeur fait son apparition. Ce n'est pas seulement pour un effet marketing, vous allez voir son utilité, puisque Sony veut une grande réactivité côté AF et côté Rafale. L'AF hybride a donc la détection de phase, avec 315 capteurs qui couvrent tout de même 65% de l'image, une belle performance. Et d'autre part, la mise au point est annoncée en 0,03 secondes. À vérifier dans la pratique, cela serait une performance très intéressante. Les rafales sont possibles à 24 images secondes en RAW sur 249 vues. Autrement dit, vous pouvez faire une rafale durant tout un 100 mètres aux Jeux Olympiques ou une autre compétition et vous aurez en fait un film de la course, le tout avec des fichiers RAW en pleine résolution. La vidéo en 4K atteint les 30 images secondes, là aussi classique, même si le débit intéressant de 100 mégabits offre des belles possibilités avec un AF hybride. Pour ceux qui veulent des ralentis, vous vous limiterez au Full HD, mais vous pourrez faire des vidéos à 120 images secondes. Une protection contre les intempéries est présente également, ainsi qu'une connectivité Wi-Fi, Bluetooth et le NFC. Et le tout se paye au prix fort, puisqu'il faut sortir 2000 €, soit 400 de plus que le prédécesseur. Un choix donc à mûrir si on veut acquérir ce boîtier. Peut-être que le prédécesseur pourra répondre à nos besoins, et ce quand même pour une somme plus limitée, qui est tout de même déjà assez élevée pour un hybride. Côté appareil instantané, deux nouveaux modèles. Ces appareils qui avaient fait les beaux jours des années 80 et même tout début 90.
encore déjà un peu avant, sont revenus à la mode et donc des boîtiers ressortent. Polaroid d'abord avec son original One Step 2. En fait, le propriétaire du nom Polaroid a lancé une nouvelle marque, Polaroid Originals, et le premier modèle, c'est le One Step 2 que vous avez sous les yeux. Il y a un port USB, même si c'est un appareil instantané, et ce simplement pour la recharge. La mise au point minimale est de 60 cm. Le boîtier est à 120 € et les pellicules font compter 15,99 € pour 8 vues. D'autre part, Kodak nous sort un Print-O-Matic qui est lui aussi un appareil instantané avec un capteur de 10 mégapixels. En fait, il y a un capteur numérique à l'intérieur et une impression instantanée sur le papier, sur des papiers de 5 par 7,6 cm. Cependant, il n'est pas aussi radical que le Polaroid puisqu'on peut stocker les photos sur une carte micro SD. Le prix est plus modeste, pour l'instant on l'a qu'en dollars, 70 $, et 50 photos pour 20 $, donc à confirmer pour les prix en euros. Côté mise à jour de firmware, nous avons d'abord le Nikon D5, ce n'est pas une petite mise à jour puisque deux nouveaux modes AF sont présents, une gestion des fuseaux horaires, la température de couleur a été améliorée avec des informations de l'image, et puis une compatibilité avec les objectifs AFP de Nikon et une amélioration du nettoyage du capteur. Et encore, je vous ai fait un résumé, si vous allez sur la fiche complète de la mise à jour, vous verrez que les mises à jour sont nombreuses et vraiment importantes, donc pour tous les propriétaires du boîtier, faites-le. Cela nous montre que les fabricants d'appareils souhaitent vraiment mettre à jour régulièrement leur boîtier et ne pas laisser s'endormir en attendant le nouveau modèle. Cela est d'autant plus vrai pour une marque comme Nikon, avec son boîtier haut de gamme, comme d'ailleurs les autres marques leurs boîtiers haut de gamme. Ils ne les renouvellent pas tous les jours et ils souhaitent les garder à jour face à la concurrence. Autre mise à jour qui montre aussi l'importance de Fuji ces dernières semaines, c'est Fuji qui fait des mises à jour du côté de ses boîtiers. Tout d'abord pour les XT2 et XT20, ce sera fin novembre, et puis fin décembre, donc on a encore un peu de temps à attendre, pour le X Pro 2 et le X100F. Allez donc voir chez Fuji au moment où cela sortira, et aussi pour avoir plus de renseignements sur les détails de ces mises à jour. Côté des objectifs, et c'est encore Fuji qui tient la rampe avec un 80 mm, diaphragme 2.8, alors vous voyez que le nom est un peu à rallonge et nous détaille en fait les caractéristiques de l'objectif que nous allons voir. 6 lentilles réparties en 12 groupes pour cet objectif macro, qui a un diaphragme circulaire à 9 lamelles, et un rapport de reproduction 1 avec une mise au point de 25 cm minimale, ce qui explique donc qu'il soit bien macro. La stabilisation optique annonce un gain de 5 indices de lumière, donc 5 diaphragmes. Si c'est vraiment le cas, cela sera très intéressant puisque en macro, on manque toujours de lumière. Ce sera un gain vraiment appréciable. La motorisation linéaire a été adaptée à la vidéo. Il y a une protection contre les intempéries et la bague de diaphragme est manuelle. Il est annoncé compatible avec les deux convertisseurs de focale de la marque, de coefficient 1,4 et 2. Et la disponibilité est pour novembre à un prix de 1 300 €. Tamron, lui, en fait, nous fait miroiter une nouveauté à venir avec ce 100-400 4.5-6.3. C'est un futur objectif disponible normalement fin 2017 sans autre précision, en monture Canon et Nikon. Avec 3 verres LD, on n'a aucune autre information technique sur cet objectif pour l'instant. Vous voyez, sinon qu'il a une ouverture de 4.5 jusqu'à 6.3. Et il y a 2 processeurs, un pour la stabilisation et un autre pour la mise au point, comme le 2470 de la même marque, qui devrait donc permettre une grande réactivité de l'objectif. Une protection contre les intempéries. Et enfin la mise au point minimale de 1,5 m. Et un poids de un peu plus d'1 kg. D'autres renseignements sur cet objectif arriveront sûrement lors de sa présentation officielle. Canon, pour sa part, nous propose des offres de remboursement. Alors en fait, il y a un flash, mais je l'ai mis dans les objectifs puisque la majeure partie sont les objectifs qui sont concernés. Vous voyez sous vos yeux différentes offres qui s'échelonnent entre 125 et 250 € de remboursement suivant les achats que vous ferez. Cette offre de remboursement a débuté le 1er septembre dernier. Alors c'est bien de connaître la date de début si vous avez déjà acheté un de ces objectifs ou ce flash. Et s'étend jusqu'au 31 octobre. Mais lorsque vous aurez fait cet achat, vous aurez encore un peu de temps pour faire votre demande puisque vous pourrez la faire jusqu'au 30 novembre. Côté accessoires,
ce sont les flashs qui font l'actualité, avec d'abord le Sigma EF630, un modèle déjà connu, mais qui désormais est disponible pour Canon et Nikon. Le nombre guide est de 63, alors vous savez que les marques aiment bien un petit peu, non pas tricher parce que le chiffre est réel, mais annoncer le chiffre le plus flatteur. Donc bien sûr, c'est un nombre guide de 63, mais c'est à la focale de 200 mm et à 100 ISO. Si vous utilisez des grands angles ou simplement des focales standards, vous n'aurez pas une luminosité aussi flatteuse. C'est un flash Cobra avec une tête orientable à 90 degrés vers le haut, 7 degrés vers le bas, toujours intéressant pour les photos de près, et on peut tourner à gauche ou à droite à 180 degrés. Il fonctionne en maître ou esclave, en sans fil par infrarouge, et nombreuses sont les fonctions. Je vous en détaille quelques-unes seulement, allez voir la fiche chez Sigma pour plus de détails. Donc synchro deuxième rideau, faisceau AF, réglage manuel de la puissance. Il est haut de gamme et donc a les caractéristiques qui vont avec. Deux versions, donc Canon, vous avez le nom complet chez Canon et le nom complet pour la version Canon et le nom complet pour la version Nikon. 429 €, ce qui est plutôt un prix correct, même s'il est assez élevé, pour un flash de ce niveau de qualité avec cette puissance. Un flash assez original, le Rotolight Neo 2, qui succède donc à la version 1, avec une alliance de panneaux LED et d'un mode flash haute vitesse. Les LED, elles, sont annoncées comme 85% plus lumineuses, et le mode flash offre 500% de puissance supplémentaire, à vérifier tout cela bien sûr. La synchro peut monter jusqu'à 1/8 millième de seconde, la température de couleur est ajustable, et les LED permettent de prévisualiser le résultat. L'usage en rafale est possible, et l'autonomie est de 85 000 déclenchements. Le récepteur flash sans fil à 2,4 GHz permet de faire de la télécommande et le prix est à 405 €. Profoto, lui, nous propose un produit assez original lui aussi puisque c'est le plus petit flash de studio au monde. Cette marque spécialisée dans les flashs de studio nous propose donc un flash studio dans un corps d'un flash Cobra. Il y a un grand écran arrière à l'interface simplifiée, en fait il n'y a que deux écrans différents qui peuvent s'afficher pour aller à l'essentiel. Il est TTL et multi-flash et la batterie rechargeable est 4 fois plus endurante que le des piles, 350 éclairs à pleine puissance, un recyclage en 1,2 secondes, et il est annoncé compatible Canon et Nikon dès maintenant, Sony en 2018, d'autres marques peut-être à venir. Et en octobre 2017, il sera disponible pour 990 €. Dernier flash, toujours dans l'originalité, le Godox A1, qui est un flash et une torche LED pour smartphone, avec un nombre de guides de 8, donc là c'est pour photographier petits sujets, et une lampe pilote de 1 watt. Il a une autonomie de 700 éclairs à pleine puissance et un recyclage 2,5 secondes. La télécommande d'autres flashs est possible, d'autres flashs compatibles, avec les systèmes radio 2,4 GHz et 433 MHz, donc vous voyez deux systèmes, et le contrôle à distance peut se faire pour des LED ou bien des flashs de la même marque entre autres, avec un déclenchement de différents groupes de flash et de panneaux LED. Il y a une application pour smartphone pour régler le tout, et vous voyez que ces dimensions sont très modérées, 8 cm par 6,5 cm par 2 cm 3, le tout pour 110 grammes, au prix de 95 €. Enfin, dernière nouvelle, c'est Kodak avec son Ektachrome, le retour de la pellicule argentique, en l'occurrence pellicule pour faire des diapositives. Vous voyez, vous avez sous les yeux la copie d'un tweet, d'une réponse que fait Kodak annonçant cette nouvelle, avec un retour possible donc en 2018. D'abord, il y a des tests à petite échelle en fin d'année actuellement. Et a priori, la version qui serait proposée serait la pellicule en format 24-36 et pour 36 vues. Et avec une sensibilité de 100 ISO. À voir donc pour l'arrivée de cette pellicule. J'espère que cette vidéo vous a plu. Nous avons pu découvrir ensemble plusieurs nouveautés assez originales. N'hésitez pas à mettre un j'aime et à revenir très rapidement. D'autres actualités arriveront d'ici peu, ainsi que des vidéos pour le choix du matériel. Nous sommes en plein dans les grands angles. Nous avons vu les différents types de grands angles pour choisir en connaissance de cause. Dans quelques jours apparaîtront d'autres vidéos où nous aborderons les propositions des marques, d'abord pour les réflexes et ensuite pour les hybrides. À bientôt donc.